Alors du coup aujourd'hui on va faire une grosse partie de cours. On va commencer un cours qui s'appelle Du livre au lire. Globalement c'est un cours de sociologie de la lecture. Donc on va essayer de voir un petit peu les différentes approches qu'il y a eu pour appréhender l'expérience de lecture, l'activité de lecture en sociologie, mais on va également voir les premières réflexions qu'il y a eu dans ce domaine également dans les études littéraires et chez les historiens. Donc voilà, là ça vient compléter ce que vous avez vu avec Madame Ducournau dans le cours d'introduction de sociologie de la réception et d'études des publics. Et il faudrait aussi qu'on fasse un petit tour de table à un moment pour voir où vous en êtes un petit peu sur le travail de recherche. Et on va commencer en particulier par les groupes qui travaillent sur la réception. Est-ce que vous pouvez lever la main? Du coup, les groupes qui travaillent sur la réception, il doit y avoir 3 ou 4 groupes. Ouais. Alors, je vais essayer de vous réidentifier, mais vous avez peut-être un peu changé la composition des groupes depuis. J'ai pas la liste tout à fait à jour. Donc c'est comment votre nom? Belloc, Margot. Alors j'ai noté les prénoms, du coup, Margot. Et vous êtes avec qui dans le groupe? Je suis avec Camille, Michael et Gaël. Ok. Du coup, vous travaillez sur la réception. Et est-ce que vous avez déjà fait votre entretien? Ça a été compliqué de trouver des personnes qui étaient sur Montpellier, donc du coup, c'est pas encore fait. Ok. Les autres? Ouais, vous? C'est pour voir un peu où vous en êtes dans l'enquête, en fait. On a du mal à trouver une personne qui est sur Montpellier et qui a passé des coups de livre audio pour que ce soit intéressant. Ok. Donc vous n'avez pas trouvé encore non plus? Ok. Et les autres? Alors ça fait déjà 2 groupes. Ouais. Moi je suis avec Lilou et Sofiane et on a fait un entretien, mais il est peut-être pas recevable de votre part parce que c'est Lilou qui a fait un entretien avec sa grande sœur. Ah oui, c'est vous qui avez parlé avec Madame Ducournau? Ouais, ok. Du coup, je crois que Lilou a un autre plan pour un entretien, peut-être du coup ça nous en fera 2. Moi je pense qu'on peut même l'utiliser juste en mettant bien en contexte que c'est... Oui, ben alors je vais redire un mot justement effectivement sur le choix des enquêtés pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, histoire de vous guider un petit peu. Ok, et du coup pour le potentiel deuxième personne à interroger, est-ce que vous avez un peu son profil en tête ou pas du tout? La seule chose que je sais c'est que c'est une personne de son groupe de théâtre qui est... D'accord, donc plutôt jeune, plutôt votre âge aussi. Et vous savez si c'est un homme ou une femme ou... C'est une femme. Ok. Et le groupe du fond? Oui, tout ça avec Victor, on n'est que 2, du coup on a décidé de ne pas faire d'entretien. On a déjà analysé 2 entretiens que vous avez envoyés sur le... Ouais, ok. Faudra en faire un troisième. Ouais. Ok. Et du coup, il y a encore d'autres groupes sur la réception? Ouais, ça fait 5, je crois. Ouais. Mais on n'a pas encore fait l'entretien, mais normalement, on a un plan pour l'entretien dans la semaine. Enfin, c'est notre ami qui le fait, mais il n'est pas là aujourd'hui. Ok. Et est-ce que vous connaissez un peu le profil de la personne qu'il a prévu d'interroger? Je crois que c'est dans les amis de sa grand-mère, puisqu'elle écoute des autres. Ok, super. Normalement, c'est quelque chose comme ça. Donc une personne plutôt âgée? Ok. Et vous savez si c'est pareil le genre? Non? Ok. Ok, oui, en fait, on s'est dit qu'on allait faire un petit tour de table pour voir où vous en étiez déjà, et puis aussi pour vous indiquer que si vous hésitiez entre plusieurs personnes, ou voilà, essayez de vous guider un peu potentiellement dans le choix des personnes interrogées, même si évidemment vous faites avec ce que vous trouvez dans votre réseau, etc. Mais globalement, on a, dans l'échantillon qu'on a constitué jusqu'à présent, on a une assez forte surreprésentation de femmes. Donc, si vous pouviez trouver des enquêtés qui ne sont pas des femmes, en priorité, ça serait un plus, disons. Voilà. Après, si évidemment, c'est toujours dans la mesure des possibilités, mais gardez ça en tête. Voilà, si vous pouvez trouver plutôt des personnes qui ne sont pas des femmes, ça ferait vraiment un plus. Et puis aussi au niveau de l'âge, c'est pareil, on a un échantillon qui est très jeune pour l'instant, avec notamment, c'est logique,
beaucoup d'étudiants parce que vous recrutez beaucoup dans vos connaissances, vos réseaux. Donc là aussi, si vous arrivez à trouver des gens qui sont pas des étudiants, qui sont un peu plus âgés, hein, qui ont la quarantaine, 50 ans, 60 ans, je sais pas l'âge de la grand-mère en question, hein, mais voilà, ça c'est pareil, c'est aussi un plus si vous arrivez à trouver des gens un peu plus âgés. Voilà. Donc ça c'est globalement les profils qui nous manquent dans l'échantillon et que ça serait bien si on arrive à compléter un petit peu dans ce sens-là. Hein. Après évidemment vous faites aussi en fonction de qui vous trouvez, vos possibilités, etc. Et puis du coup un autre point, on l'avait mis un peu dans les consignes, hein, dans le document avec les consignes pour la validation, mais je sais que ce document est très long et très dense, et on l'a sans doute pas assez rappelé de vive voix. Quand on cherche les personnes à interroger, c'est bien idéalement... Alors déjà, il faut que les personnes que vous interrogez sont des gens qui écoutent déjà des livres audio. Hein. Il ne faut pas que ce soit vous qui les incitiez à lire des livres audio, à écouter des livres audio pour après faire l'entretien avec eux. Hein. Par contre, ça peut être des gens, par exemple vous avez fait une petite remarque en disant que vous n'avez pas trouvé de gens qui en écoutaient assez. Ça peut être des gens qui en écoutent occasionnellement. Hein. Ça n'a pas besoin d'être des auditeurs, auditrices assidus de livres audio. On est aussi tout à fait intéressé pour connaître les pratiques de gens qui en écoutent de façon occasionnelle, voire même de façon assez rare, hein, même si c'est voilà une fois par an. Ça peut être intéressant aussi de comparer ça avec leurs autres pratiques de lecture, etc. Il n'y a pas de problème. Et la troisième chose, c'est au niveau des gens que vous interrogez, effectivement, pour rebondir un petit peu sur l'entretien qu'a fait Lilou, c'est ça, hein, Lilou effectivement, c'est mieux d'éviter d'interroger soi-même des gens dont vous êtes proche. Effectivement, si vous avez votre frère, votre sœur, votre meilleur ami qui écoute des audiobooks, ou votre grand-mère... c'est une très bonne opportunité de l'interroger, mais dans ce cas-là, idéalement, faites plutôt faire l'interview par quelqu'un d'autre du groupe. Hein, comme vous êtes à plusieurs, si l'un ou l'une d'entre vous a un contact, une personne à interroger, ben, si c'est une personne proche, voilà, c'est pas un problème en soi, mais c'est peut-être mieux que ce soit quelqu'un d'autre du groupe qui l'interroge. Comme ça permet d'avoir une approche un petit peu plus neutre, disons. Et après, au niveau de l'analyse, par contre, tout ce que vous connaissez sur cette personne, hein, ça pourra venir enrichir l'analyse. De façon générale, hein, le fait d'interroger dans une enquête des personnes qu'on connaît, c'est toujours un petit peu à double tranchant. Globalement, enfin voilà, il y a des chercheurs, des chercheuses qui vous disent qu'il faut plutôt éviter. Globalement, moi j'ai un avis un peu plus nuancé. Je pense que quand on connaît quelqu'un, ça permet d'avoir des informations supplémentaires, hein, sur cette personne, sur son profil, sur ses goûts, sur ses habitudes, qu'on n'aurait pas forcément quand on interroge un inconnu. Donc ça peut apporter quelque chose de plus. Après, évidemment, la difficulté, c'est que, surtout quand on est proche, hein, de la personne, c'est beaucoup plus difficile de prendre du recul et d'objectiver un petit peu ce qu'on dit sur elle. Et puis après, voilà, il y a aussi la question du retour aux enquêtés, hein. Si après la personne, elle vous demande les résultats de l'enquête, qu'est-ce que ça a donné, vous pouvez aussi être mal à l'aise de lui transmettre une analyse un petit peu froide, enfin je sais pas trop comment dire, mais voilà, l'analyse qu'on peut faire parfois des pratiques des enquêtés peut être reçue de façon mitigée, disons, par les enquêtés. Bon, évidemment, vous n'allez pas forcément critiquer la personne, mais c'est vrai que des fois, il y a des choses dans l'analyse qui sont un peu surprenantes ou voilà, qui peuvent être un petit peu gênantes aussi. Voilà, donc pour interroger des gens que vous connaissez, évidemment c'est votre réseau social, hein, et un bon moyen de recruter des enquêtés, mais dans ce cas-là, faites plutôt faire, hein, l'entretien par une autre personne du groupe, ça sera probablement mieux pour l'objectivité de l'entretien. Ah oui, et puis en termes de longueur aussi, hein, je crois qu'on en avait parlé un petit peu avant les vacances, mais peut-être un peu rapidement. Parce qu'on avait lu, je me rappelle très rapidement finalement la grille d'entretien, on avait manqué un petit peu de temps. En termes de longueur, pour l'entretien avec la grille qu'on a, qui est quand même assez longue, hein, normalement vous devez avoir quand même de quoi faire au moins 1 heure et demie d'entretien. Donc essayez d'avoir cette
cette échelle temporelle-là en tête. Et si vous voyez que ça va très vite, n'hésitez pas à poser plus de questions, à faire des relances, à demander à la personne de détailler, etc. Histoire que ça soit plus riche, plus complet. Voilà. Est-ce que sinon, de façon générale, vis-à-vis des entretiens pour le volet réception, il y a des questions? Ça va? Ok. Alors d'un point de vue timing, quand même, je ne veux pas vous mettre trop la pression, mais il faudrait avoir assez rapidement fait votre entretien dans la mesure où normalement à partir de la semaine prochaine, on commence à travailler vraiment sur l'analyse. Donc si vous n'avez pas encore fait votre entretien, vous travaillerez déjà sur les analyses de ceux des années passées, mais ça serait quand même bien que rapidement vous puissiez rajouter votre propre entretien à analyser. Et normalement, je vous rappelle, je vous l'avais dit avant les vacances, mais ça commence à dater un petit peu, en principe, pour la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on va finir le bout de cours qu'on commence aujourd'hui et on fera une séance plus de travail sur l'enquête, travail par petits groupes. Et donc chacun dans votre groupe, vous aurez du temps pour analyser vos matériaux. Donc si vous êtes sur la réception, vos matériaux, c'est les transcriptions d'entretien. Si vous êtes sur la production, vos matériaux, ça va être, selon les cas, le site web de la structure que vous analysez, le catalogue de la structure que vous analysez, des recherches complémentaires que vous auriez pu déjà avoir faites sur l'histoire de cette structure, etc. Je pense que pour la partie production, vous en avez sans doute un petit peu plus parlé dans les semaines précédentes avec Madame Ducournau. Mais voilà, en gros, notez-le bien, pour la semaine prochaine, vous n'arrivez pas les mains vides, vous arrivez avec un maximum de matériaux d'enquête sur lesquels vous pourrez travailler en groupe. Ok ? Voilà. Donc, ce petit point pratique, enquête étant fait, on va repasser sur des choses beaucoup plus théoriques. Donc je vais beaucoup parler, ce qui va être très peu pratique avec le masque, mais je vais faire de mon mieux. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez pas bien. Et donc, je vais quand même essayer d'écrire 2-3 trucs au tableau parce que j'ai pas de diapos aujourd'hui. Donc, on commence ce chapitre qui s'appelle « Du livre au lire ». Vous retrouverez le plan du chapitre, je vais essayer de vous noter le plan au fur et à mesure au tableau, mais voilà, vous retrouverez le plan du chapitre avec quelques références bibliographiques également sur Moodle. Alors, cette expression du livre au lire, c'est une expression de l'historien Roger Chartier. Donc Roger Chartier, dans un ouvrage qui s'appelle Pratique de la lecture, qui date de 1985, en fait Roger Chartier, et on va voir les historiens en général, ils ont apporté pas mal de choses dans l'étude des pratiques de lecture, dans la mesure où ils nous permettent de nous rendre compte que historiquement on n'a pas toujours lu de la même façon qu'on ne lit à l'heure actuelle. Et dans cette expression du livre au lire, ce qui désigne, c'est le passage d'un travail sur le livre en tant qu'objet littéraire, en tant que texte, à un travail, des analyses sur l'activité de lecture. Et ça va être un petit peu également l'évolution qu'on va voir dans ce chapitre, en commençant par les études littéraires, qui étudient le texte vraiment en tant que texte, et en avançant progressivement vers les études sociologiques qui s'intéressent plutôt à l'activité de lecture en tant que pratique culturelle et pratique sociale. De façon générale, la sociologie de la réception en France, elle s'est dans un premier temps beaucoup intéressée aux livres et à la littérature plutôt qu'aux médias dans leur ensemble. On a eu beaucoup d'études dans un premier temps sur la lecture, sur la réception des textes littéraires, plutôt que sur les médias dans leur ensemble, et c'est seulement dans un second temps qu'on a transposé les questionnements qu'on se posait sur le livre, sur la lecture, à l'ensemble des médias, la télévision, les films, les séries,
la musique, etc. Et donc ça c'est une spécificité un peu française où il y a une hiérarchie des biens culturels assez forte, qui ont tendance à placer la littérature un petit peu en position supérieure, ce qui fait qu'on s'y est intéressé plus tôt. C'est pas du tout le cas dans d'autres pays, par exemple en Grande-Bretagne avec les Cultural Studies, on s'est intéressé aux médias, à la réception, aux réceptions médiatiques, aux consommations médiatiques beaucoup plus tôt que en France. Alors, donc on va commencer par une première partie intitulée du texte au mode de lecture. Désolée, j'écris pas super mal. Donc première grande partie du texte au mode de lecture. Et pour information, on aura 3 grandes parties, sachant que la première est un peu plus longue. La deuxième, ça sera la lecture en tant que pratique culturelle. Et la troisième, la lecture en tant qu'expérience sociale. Ça sera probablement plutôt pour la semaine prochaine, les 2 parties suivantes. Donc pour l'instant, du texte au mode de lecture, on va commencer par une première sous-partie qui est la lecture par sa réception. Alors, la lecture par sa réception, et on pourrait rajouter une rupture épistémologique, parce que le fait de s'intéresser à la lecture, de s'intéresser au texte, à travers la réception, à travers le point de vue du public, ça constitue une nouveauté, une rupture, un changement de cap par rapport à la question plus traditionnelle qu'on se pose sur la lecture et sur les textes, qui sont, les questions, le type de questionnement qu'on se pose traditionnellement sur les textes, qui sont plutôt les questions du sens et de l'interprétation des textes. Alors ça, c'est la question centrale dans les études littéraires, question du sens, de l'interprétation des textes. Et puis, on atteint une espèce d'apogée du travail sur le texte et du travail sur la forme avec ce qu'on appelle la nouvelle critique dans les années 1960 et le courant du structuralisme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, que le structuralisme, c'est un courant d'analyse littéraire qui se concentre vraiment sur le texte en tant que texte et qui s'intéresse vraiment à la forme du texte, au style du texte, à la façon dont le texte est écrit de façon très formelle. Donc, dans ce courant, on a des auteurs dont vous avez peut-être déjà entendu les noms comme Barthes, surtout pour ceux d'entre vous qui ont fait des études littéraires, Genette ou Todorov. Et du coup, dans cette approche, on va vraiment se concentrer sur le texte qui est central et qui est isolé finalement de son contexte de production, qui est isolé également de son contexte de réception, qui va être travaillé, étudié comme une réalité en soi, un petit peu close sur elle-même. Cette approche, elle va toutefois s'essouffler assez vite, dès les années 70. Et justement, la sociologie de la littérature, les sociologues qui ont commencé à travailler plutôt sur la production littéraire, ont assez vite mis en avant le fait qu'une œuvre littéraire, finalement, c'est pas la production d'un individu isolé, c'est pas le fruit du génie de son auteur ou son autrice, mais c'est plutôt en grande partie le fruit d'un contexte social particulier et souvent
également issus d'un travail plutôt collectif au sein de courants littéraires, de mouvements littéraires, d'écoles, etc. Donc, on va avoir une évolution dans la façon d'appréhender la question du rapport au public dans les études littéraires qui va venir d'Allemagne et en particulier de ce qu'on appelle en Allemagne l'école de Constance, du nom de la ville de Constance. Donc l'école de Constance, là, c'est des travaux d'études littéraires en Allemagne qui datent des années 1970 et qui vont être qui datent des années 1960 et qui commencent à être traduits, connus en France une dizaine d'années plus tard, donc dans les années 1970. Et on va avoir du coup dans ce courant théorique littéraire deux auteurs qui sont importants, Hans Robert Jooss et Wolfgang Iser. Et du coup, ces deux auteurs, ce qu'ils apportent comme changement, comme rupture épistémologique, c'est justement de faire porter leur intérêt plus sur le texte en tant que texte, mais sur la relation entre le texte et le lecteur. Donc on commence à s'intéresser à la question de la réception. On ne se contente plus d'analyser le texte en tant que œuvre d'art, produit formel, style, etc. Et on commence à s'intéresser à la question de sa réception et de sa lecture. Alors, dans cette optique, Jooss, il va redéfinir l'histoire littéraire non plus comme l'histoire des producteurs de textes. En général, quand on travaille sur l'histoire littéraire, l'histoire des courants, etc., on va plutôt s'intéresser aux évolutions du style, aux évolutions des thématiques qui sont abordées, aux évolutions des visions de la littérature, des différents courants, mouvements artistiques. Et Jooss, lui, va plutôt s'intéresser, il va voir l'histoire littéraire de façon un petit peu un petit peu différente, en l'analysant plutôt comme l'histoire de la succession des interprétations du texte. Donc l'histoire de la succession plutôt des interprétations du texte, avec l'idée que à chaque époque, les lecteurs vont rencontrer différemment les textes littéraires et les actualiser différemment en fonction de contextes qui peuvent être variables historiquement. Et donc il montre comment ce qu'on appelle dans les études littéraires l'horizon d'attente des lecteurs, c'est-à-dire globalement l'ensemble des attentes que vous pouvez avoir vis-à-vis d'un texte, selon le genre auquel vous identifiez que ce texte appartient. Si c'est un poème, qu'est-ce qu'on attend habituellement d'un poème, si c'est un roman, qu'est-ce qu'on attend habituellement d'un roman, etc. Et donc lui va s'intéresser à la façon dont les horizons d'attente des lecteurs, justement, ils évoluent au fil du temps et donc de l'histoire des différents contextes. De la même manière, Iser va vraiment se poser la question du sens qui se crée dans la lecture, plus tellement en réfléchissant au sens du texte dans le sens qu'est-ce que l'auteur a voulu dire, mais plutôt en envisageant le sens du texte comme quelque chose qui se co-construit dans un espèce de dialogue entre l'auteur et les lecteurs du texte. Donc pour ces deux auteurs, on va avoir plutôt l'idée d'une interaction entre le texte et ses lecteurs, plutôt que l'idée qu'on pouvait avoir un petit peu plus traditionnellement d'une imposition de sens par l'auteur sur le texte. Madame ? Oui.
Est-ce que du coup les auteurs à cette époque-là ils se sentaient délaissés? Ils disaient ouais mais personne s'intéresse à mon travail du coup. Les auteurs littéraires? Ouais, parce que avant on étudiait du coup plus voilà qu'est-ce que l'auteur a voulu dire, transmettre comme message, et là du coup on commence à présenter en fait ce que sur le texte, enfin sur la production et sur et sur le public. Alors c'est une question un peu compliquée. Je suis pas sûre d'avoir la réponse, mais je pense que ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est aussi que à cette époque-là, dans les années 60-70, c'est l'époque aussi du nouveau roman, où, enfin en tout cas en France, hein, où les auteurs justement ils vont remettre en question pas mal de codes vis-à-vis des façons d'écrire. Où ils vont aussi remettre en question pas mal la place de l'auteur dans le texte. Donc, en ayant en tête ce type de réflexion-là, je suis pas sûre qu'ils aient été particulièrement vexés de ces approches, sans compter que c'est toujours qu'une école de pensée. Hein, ça n'annule pas du tout le fait que les études littéraires, dans leur ensemble, continuent à s'intéresser quand même au texte. On n'a pas du tout abandonné le texte, hein, ni à l'heure actuelle. Dans les études littéraires, on travaille toujours sur le texte, hein, donc c'est pas non plus une volte-face totale des études littéraires, c'est plutôt un nouveau courant de pensée qui apparaît, mais qui ne devient pas forcément majoritaire. Où j'en étais? Histoire de sens. Alors du coup, malgré cette volonté hein, de s'intéresser plutôt à l'interaction entre le texte et le lecteur, hein, ça reste quand même assez théorique aussi, dans la mesure où il y a, même si on s'intéresse un petit peu plus au lecteur, hein, même dans les analyses de Jooss et Iser, il y a quand même toujours une espèce de primauté du texte. Dans la mesure où, enfin voilà, on a quand même toujours hein, une espèce d'inégalité entre l'énonciation et la réception du texte, dans la mesure où un texte, ça va quand même comprendre des codes, des codes de lecture, des différents niveaux niveau de lecture possibles. Et ces codes sont pas toujours maîtrisés par les lecteurs. Hein. Donc à ce moment-là, Jooss, Iser, l'école de Constance commence à s'intéresser à la question de la réception du texte, mais avec quand même toujours l'idée qu'il y a des lectures plus correctes que d'autres, hein, qu'il y a des interprétations du texte qui sont justes et d'autres qui s'éloignent quand même du sens du texte. Hein. Et dans leur vision des choses, il y a quand même des compétences de lecteurs, de lectrices à maîtriser pour pouvoir effectuer une lecture qui soit fidèle au texte. Donc du coup, malgré ce changement un peu de point de vue, hein, on reste dans une vision des choses où il y a quand même un sens du texte à respecter. Et on ne peut pas faire dire, entre guillemets, n'importe quoi au texte. Et donc un concept qui est intéressant, qui apparaît à ce moment-là, c'est l'idée de lecteur implicite. Dans les travaux de l'école de Constance, on a l'idée que dans un texte littéraire, il y a toujours une espèce de projection de son futur lecteur, de sa future lectrice, qui est du coup cette idée, cette figure du lecteur implicite. Mais ce lecteur implicite, hein, c'est pas du tout le lecteur dans le sens où on l'entend nous en tant que sociologue, hein, quand on s'intéresse à des lecteurs concrets, hein, incarnés avec des caractéristiques sociales particulières. Le lecteur implicite, c'est plutôt une espèce de figure théorique à laquelle le texte s'adresse, mais qui n'a pas de caractéristiques sociales particulières. Ce lecteur implicite, en fait, il n'a aucune existence réelle, et Iser dit même hein, que c'est un lecteur qui incorpore l'ensemble des orientations internes du texte pour que ce texte puisse être reçu, et que donc le lecteur implicite n'est pas ancré dans un quelconque substrat empirique, mais il s'inscrit dans le texte lui-même. Hein, c'est ça qui est
cette phrase-là qui est importante. Le lecteur implicite n'est pas ancré dans un quelconque substrat empirique, mais il s'inscrit dans le texte lui-même. Ça veut dire substrat empirique, voilà, c'est-à-dire qu'il n'est pas ancré dans la réalité. Pour des sociologues, on dirait dans la réalité sociale, mais que c'est vraiment quelque chose qui fait partie du texte. Donc cette esthétique de la réception, elle va arriver en France dans les années 70, et elle redéfinit, donc on va retenir cette idée-là, elle redéfinit donc la lecture comme une co-construction de sens entre les impositions du texte, le fameux lecteur implicite présent dans le texte. Cette idée de lecteur implicite présent dans le texte, ça sous-entend que quand on écrit un texte littéraire, on l'écrit aussi en fonction du public auquel que le texte, comment dire ça sans trop personnifier le texte, mais bon, le texte s'écrit pour s'adresser à un public. C'est vraiment ça, le lecteur implicite. C'est l'idée que dans le texte, il y a déjà l'idée de public qui est présente, mais ça reste un public très abstrait, très désincarné. Donc, la lecture comme co-construction de sens entre les impositions du texte, ce que le texte, la façon dont le texte s'adresse à un lectorat potentiel, et les attentes des lecteurs de l'autre côté, la fameuse notion d'horizon d'attente. Alors, cette approche, donc j'ai dit école de Constance pour l'instant, on a parlé aussi d'esthétique de la réception pour désigner cette façon de s'intéresser au texte. Alors l'expression esthétique de la réception, elle est intéressante. Alors déjà c'est le titre d'un des livres phare de Yos, pour une esthétique de la réception. J'ai oublié de vous donner les titres des ouvrages importants du coup. Donc on a l'ouvrage de Yos qui s'appelle Pour une esthétique de la réception, et puis un ouvrage de Iser qui s'appelle L'acte de lecture. Pour les références théoriques. Du coup, cette expression d'esthétique de la réception, elle est intéressante parce que dedans, on a l'idée de réception qui apparaît, la notion de réception qui apparaît, ce qui n'était pas du tout le cas dans les études littéraires jusque-là, mais par contre, on reste également dans la notion d'esthétique. La notion d'esthétique, c'est une notion littéraire, enfin, une étude artistique de façon générale, qui implique qu'on s'intéresse au texte, qu'on reste centré sur le texte en tant qu'objet artistique. Donc on a une progression là, si vous voulez, dans la façon d'aborder les textes littéraires, mais on n'est pas encore du tout dans une approche sociologique. Et notamment une critique qu'on peut faire à l'école de Constance à cette esthétique de la réception, c'est aussi le fait que dans leur façon de s'intéresser aux réceptions des textes, ils vont plutôt se concentrer sur les réceptions savantes des textes. Quand Yos il redéfinit l'historicité des textes, l'histoire littéraire comme l'histoire des interprétations successives des textes, en fait ça va être les interprétations savantes des textes, les interprétations par les critiques littéraires, par les écrivains au fil du temps, et on n'a encore aucune prise en compte dans ces études-là de lecteurs, on va dire, plus ordinaires. Ça va être vraiment une approche qui reste concentrée sur les réceptions savantes, les réceptions intellectuelles et littéraires, donc des textes. En particulier celle des chercheurs. Donc avec une place très marginale, qui reste très marginale, des paramètres sociaux de la réception. On ne va pas du tout comparer les lectures de classe populaire aux lectures de classe favorisée, etc. Même si dans cette approche, il y a certains paramètres qui étaient jusque-là mis de côté dans l'analyse littéraire, qui sont réintroduits, comme la question du plaisir de la lecture, qui réapparaît dans les analyses de l'école de Constance, et puis la question de l'identification.
hein, notamment la question de l'identification au personnage, sur laquelle Jooss a beaucoup travaillé, en distinguant différents types d'interprétations. Il va distinguer notamment une identification admirative, hein, envers les personnages, comme son nom l'indique, qu'on admire, auxquels on aimerait ressembler. Une identification... zut, j'ai le terme qui m'échappe. L'identification aux personnages qui nous ressemblent, à l'identification par sympathie. Voilà, ça c'est l'identification aux personnages qui nous ressemblent, qui sont généralement plus réalistes, hein, qui ont également leurs qualités et leurs défauts. Et puis il parle aussi d'identification cathartique. Voilà, là en remobilisant le concept classique, hein, de catharsis, donc l'identification qui permet la catharsis, l'évacuation des trop-pleins d'émotions, etc. Donc voilà, ça c'est intéressant parce que la question de l'identification, elle avait été complètement évacuée, hein, de l'analyse par les mouvements antérieurs, notamment par le structuralisme, hein, voilà, qui avait tendance à considérer que l'identification au personnage c'était une mauvaise lecture, c'était une mauvaise façon d'aborder les textes. Voilà du coup, je pense, les choses importantes pour l'école de Constance. Je peux dire un tout petit mot d'un autre auteur qui relève pas de l'école de Constance, c'est Umberto Eco, vous avez peut-être entendu parler aussi, un autre critique littéraire qui a aussi apporté des éléments intéressants sur l'étude de la réception. Pour lui, il y a l'idée dans le texte, il y a l'idée d'un espèce de lecteur moderne, une espèce de lecteur modèle, pardon. Donc on retrouve un peu l'idée du lecteur implicite, hein, de l'école de Constance. Et ce lecteur modèle, il vient du fait que le texte présuppose un certain nombre de connaissances et de compétences pour être compris par le lecteur. Par exemple, pour comprendre un texte, il faut avoir des connaissances d'ordre un petit peu encyclopédique sur le monde qui est représenté dans le texte. Je sais pas, hein, si vous prenez Madame Bovary de Flaubert, si vous connaissez rien à la vie dans les campagnes au XIXe siècle, il y a peut-être des choses qui vont vous échapper, hein, dans la scène des comices agricoles, par exemple, etc. Donc voilà, l'idée que lire un texte, ça nécessite un certain nombre de connaissances et de compétences de lecture aussi. On retrouve, hein, cette idée-là chez Umberto Eco. Voilà, mais du coup c'est un peu une parenthèse entre guillemets, hein, parce qu'il n'est pas relié directement à l'école de Constance. Voilà du coup pour... je vais rajouter là peut-être dans le titre pour que ça soit plus clair. Du coup, cette question, c'est vraiment, cette première sous-partie, c'était vraiment les apports des études littéraires, hein, à l'étude de la réception. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette première sous-partie? Est-ce que ça vous semble clair? Je sais que c'est assez théorique, hein, comme approche. Ça va? Ok. Alors, du coup, on va poursuivre avec, dans une deuxième sous-partie, aller plus loin. Donc, les apports des historiens, cette fois. Qui nous permettent justement de prendre conscience de la variation des modes de lecture avec le temps. Alors là j'ai un petit doute, est-ce que vous en a parlé un petit peu de ces histoires-là d'approche historique, Madame Ducournau, ou pas dans le cours jusque maintenant? Notamment sur la lecture silencieuse, lecture à voix haute au cours de l'histoire. Ça vous dit quelque chose ou pas du tout?
Non? Ok. Bon, c'était pour vérifier parce que ça aurait pu arriver dans les morceaux de cours hein, sur le livre audio, la production de livres audio. Ça pouvait arriver. Alors, justement, on a des historiens dans la deuxième partie du XXe siècle hein, qui ont commencé à s'intéresser à l'histoire de la lecture et à l'évolution des façons de lire, des modes de lecture au cours du temps. Et une des choses importantes qu'il faut en retenir, c'est que la façon de lire qui est majoritaire à l'heure actuelle, hein, à savoir la lecture silencieuse, individuelle des textes qu'on va faire dans sa tête, hein, chacun dans son coin, c'est en fait une pratique relativement récente dans l'histoire de la lecture. Et que très longtemps, au contraire, dans l'histoire de la lecture, très longtemps, le mode de lecture majoritaire, c'était au contraire une lecture orale et collective. Voilà, ça c'est vraiment le point important, l'idée que la lecture silencieuse, c'est quelque chose de moderne. Lecture silencieuse et individuelle, c'est quelque chose de moderne, hein, et que dans l'histoire, dans le temps long, le mode de lecture dominant, ça a été très longtemps la lecture à voix haute et collective. Dans l'Antiquité, par exemple, gréco-latine, on considérait qu'un texte était incompréhensible s'il n'était pas oralisé. Et c'était vraiment la norme hein, de dire les textes à voix haute, de lire les textes à voix haute, un petit peu comme une partition de musique hein, qui ne prend sens que quand elle est jouée. Hein, voilà, vous voyez la partition, bon, même si vous savez lire les notes, peut-être que vous avez un peu une idée à quoi ça ressemble, hein, mais ça prend vraiment sens que quand c'est dit à voix haute. Et donc à l'époque, on envisageait le texte écrit vraiment de la même façon, hein, avec un peu aussi cette idée de musicalité. Cette importance d'oraliser les textes, elle était liée aussi à une pratique d'écriture où on séparait très peu les mots. Hein. Dans notre écriture moderne, on a l'habitude de mettre des espaces entre les mots, ce qui permet de bien les distinguer. Dans les pratiques d'écriture plus anciennes dans l'histoire, hein, les moines copistes au Moyen-Âge, en fait, ils mettaient très peu, si ce n'est quasiment aucun espace entre les mots. Donc c'est pour ça que c'était important pour comprendre justement de lire à voix haute. Et on va avoir une évolution très lente hein, des pratiques qui se fait au cours de l'histoire. Évolution qui va commencer assez tôt hein, dans l'histoire, mais très lente dans un premier temps, du 4e au 15e siècle. Et c'est finalement qu'au 18e siècle que la lecture silencieuse devient vraiment la nouvelle norme, hein, le nouveau mode dominant de lecture. Donc on va avoir comme ça différentes étapes. Hein. Une des étapes, c'est justement les moines copistes qui recopient les manuscrits, donc avant l'invention de l'imprimerie, hein, qui vont se mettre petit à petit à rajouter des étapes entre les mots, notamment parce que certains d'entre eux, les bénédictins notamment, ont un espèce de vœu de silence à respecter, donc qui leur interdit de lire à voix haute pendant qu'ils recopient les textes, hein, donc ils vont prendre cette habitude de mettre des espaces entre les mots pour faciliter la compréhension. De plus en plus, on a également un développement de la pratique du commentaire sur les textes religieux et dans un second temps sur les textes littéraires, hein, qui va demander de pouvoir les manipuler de façon plus visuelle, disons. Voilà, donc ces différents éléments hein, vont influer sur l'évolution des modes de lecture. Ça, c'est une première évolution. Et puis, Chartier, donc, voilà, le fameux Roger Chartier, hein, dont je parlais tout à l'heure, dans son ouvrage Pratique de lecture, il a aussi un autre ouvrage qui s'appelle Histoire de la lecture, hein, il évoque également une distinction entre la lecture extensive
et la lecture intensive. Alors la lecture intensive, c'est un mode de lecture où on va se concentrer sur un petit nombre de livres, où la lecture va être vraiment encadrée par une série de gestes sociaux, de rituels, où on se rassemble pour lire ensemble le texte. Là, on est un peu sur le modèle de la lecture des textes religieux, notamment de la Bible, avec une attitude de respect et de sacralisation du texte. Donc on se concentre sur un petit nombre de textes qui sont respectés, sacralisés, et qu'on va lire collectivement et oralement. Et donc peu à peu, dans l'histoire, on passe de cette lecture intensive à des pratiques de lecture plus extensives, c'est-à-dire où on va multiplier le nombre de titres lus, et où les lectures vont devenir aussi plus individualisées et désacralisées. Où on va de plus en plus lire chacun dans son coin, en fonction de ses goûts, en fonction de ses centres d'intérêt. Et donc la lecture est moins une activité sociale, quelque chose de partagé au sein du groupe, autour d'un petit nombre de textes, notamment qui peuvent être sacrés vraiment dans le sens texte religieux, mais ça peut aussi être des espèces de canons que tout le monde connaît, un petit peu comme des classiques de nos jours, où je sais pas, ça pourrait être c'est l'équivalent de nos jours, ça serait les films cultes que tout le monde a vus, et dont on connaît les répliques par cœur, etc. Donc au XVIIIe siècle, on arrive à une situation où la représentation dominante de la lecture, c'est l'attitude de retrait qu'on connaît à l'heure actuelle, de repli intérieur, d'intériorisation du texte, même si d'autres formes de lecture continuent d'exister à ce moment-là, comme activité collective et orale. On est quand même arrivé à un moment où c'est la lecture individuelle qui a pris le pas. Et du coup, le fait que c'est la lecture individuelle et notamment la lecture non oralisée, la lecture qu'on va faire dans sa tête, qui est devenue dominante, ça va susciter tout un tas d'inquiétudes. Parce que maintenant qu'on ne sait plus trop ce que les gens lisent, puisqu'ils peuvent lire, pas forcément en cachette, mais en tout cas dans leur coin, parce qu'ils lisent dans leur tête, donc on n'entend pas à voix haute les mots de qu'est-ce qu'ils sont en train de lire, ça va susciter tout un tas d'inquiétudes vis-à-vis de ce que lisent les gens, inquiétude de l'Église par exemple, vis-à-vis de textes qui pourraient être immoraux, inquiétude du patriarcat vis-à-vis des femmes qui pourraient lire des textes non adaptés, etc., etc. Donc à cette période-là, on va avoir également donc ce type d'inquiétude, de méfiance qui se développe, et puis des stratégies de contrôle qui se développent aussi pour guider les lectures. Donc on va avoir tout un tas de systèmes de prescription, par exemple au niveau religieux, des textes qui vont être bannis, qui vont être explicitement désignés comme textes immoraux à ne pas lire, etc. Et c'est aussi à ce moment-là que se développent beaucoup les préfaces aux textes, qui sont censés guider la lecture dans la bonne direction, ou guider les lecteurs dans la bonne direction, leur dire comment lire correctement le texte, puisqu'on ne peut plus encadrer la lecture de commentaires comme on pourrait le faire quand la lecture est orale et collective. C'est aussi à ce moment-là que commence à se développer la production de normes légitimes, des textes qui sont considérés comme des bonnes lectures, à la fois au sens moral mais aussi au sens littéraire, au sens du style, et des textes qui au contraire sont considérés comme des mauvais genres, des mauvais textes, etc. Du coup, ce qui est intéressant avec cette approche des historiens,
c'est aussi le fait que ça nous permet de voir que ces schémas normatifs qu'on retrouve tout à fait à l'heure actuelle, hein, entre des lectures considérées comme légitimes, intellectuelles, prestigieuses, etc., et puis des lectures considérées comme faciles, peu légitimes, de divertissement avec un sens très péjoratif accordé à ce terme, etc. En fait, c'est des schémas normatifs qui sont pas nouveaux, hein, et qui existaient déjà au XVIIIe siècle, avec une opposition forte entre donc des bons lecteurs et des mauvais lecteurs. Donc là, il y a donc un auteur qui s'appelle Jérôme David, qui parle de grand partage, qui apparaît, hein, donc historiquement entre les bons lecteurs et les mauvais lecteurs, hein, qui recoupe en grande partie l'opposition entre lecteurs savants, qui seraient les bons lecteurs, et lecteurs ordinaires, lecteurs populaires, hein, qui seraient les mauvais lecteurs, qui recoupe aussi en partie, hein, l'opposition entre façon de lire des hommes et façon de lire des femmes, hein, voilà, où du coup les hommes seraient plutôt du côté de la lecture intellectuelle et les femmes plutôt du côté de la lecture légère, du divertissement, etc. Et donc ces mauvais lecteurs, hein, ça va être tous les lecteurs dont on s'inquiète qu'ils lisent trop. Par exemple, les femmes, quelle catastrophe. Ou les enfants, là on va plutôt s'inquiéter qu'ils ne lisent pas assez, hein. Inquiétude qui existe toujours à l'heure actuelle. Les jeunes ne lisent plus, c'est une catastrophe, ma bonne dame. Voilà, les enfants ne lisent pas assez, ils vont pas avoir assez de culture, etc. Donc voilà, ça c'est des inquiétudes, hein, qui existaient déjà au XVIIIe siècle. On va retrouver, hein, ce type, si on se replace là dans un contexte plus contemporain, on va retrouver, hein, ce type de grand partage entre le bon public, hein, celui qui sait regarder le film comme il faut, et le mauvais public, hein. On retrouve ça dans d'autres types de médias à propos d'autres types de biens culturels, hein. Si vous regardez la réception de quasiment n'importe quel bien culturel, vous allez toujours trouver des discours sur le bon public et le mauvais public, hein. Le public qui sait apprécier comme il faut l'œuvre, et puis le public auquel la substantifique moelle de l'œuvre échappe. Et donc dans ce grand partage, hein, Jérôme David, il distingue deux grands types de lectures. Donc vous avez bien compris les bonnes et les mauvaises lectures, hein. Lui il parle aussi de lecture, première lecture, lecture au premier degré, qui est la lecture un petit peu qu'on va faire, enfin qui est la plus commune en fait, hein, le type de lecture qu'on fait quand on découvre un texte, hein, qui est vu comme une lecture de soumission au texte, hein, où on se plonge complètement dans le texte, où on perd un peu son regard critique sur le texte, où on se laisse emporter, on se laisse immerger dans le texte, etc. Et puis, il oppose ça à, évidemment, la bonne lecture, qui est la lecture de second degré, la lecture professionnelle, la lecture où on va conquérir le texte, essayer d'en tirer des connaissances, hein, une lecture qui est vue comme productive, qui correspond donc à la lecture savante, la lecture analytique du texte, où on va déployer, hein, des connaissances, des compétences littéraires, et qui est donc là la lecture dans son sens le plus prestigieux. Et du coup, cette distinction entre les modes de lecture, hein, c'est quelque chose qu'on retrouve, c'est quelque chose qui reste très présent, hein, dans les études littéraires à l'heure actuelle. Je ne sais pas parmi vous s'il y en a qui ont fait des études littéraires, en particulier je ne sais pas s'il y en a qui ont fait une classe prépa littéraire.
dans ce type d'études, on vous dit clairement qu'il y a des bonnes façons de lire et des mauvaises façons de lire les textes, et qu'effectivement ce qui est de l'ordre de l'identification, l'attachement au personnage, c'est des mauvaises façons de lire, et qu'il faut s'intéresser à la construction narrative du texte, qu'il faut s'intéresser au style, qu'il faut s'intéresser au système des personnages, voilà, des choses beaucoup plus formelles. Dans l'histoire littéraire aussi, il y a un exemple qui est emblématique de la mauvaise lecture. Je ne sais pas s'il y en a qui ont un personnage littéraire qui est souvent cité justement comme l'archétype de la mauvaise lecture. Ouais, tout à fait, c'est Emma Bovary. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu pourquoi? En fait, Madame Bovary, elle lisait beaucoup de romances et en fait, elle se perdait complètement dans ses romances. Elle s'identifiait, elle vivait à travers ses lectures de romances. Ouais, tout à fait. Madame Bovary, c'est vraiment l'exemple de la mauvaise lecture qui va souvent être citée, justement comme exemple de choses à ne pas faire. Le personnage qui se perd dans ses lectures et ça va, qui vit à travers ses lectures, comme vous avez dit, et ça va justement, c'est ce qui va la mener à sa perte dans l'histoire, dans un sens, à sa perte, à sa mort, dans un sens très concret. Voilà, donc l'exemple de la mauvaise lectrice. Du coup, voilà un petit peu pour les apports des historiens. Est-ce que sur cette deuxième sous-partie, vous avez des questions? Ah non, j'ai encore des choses à dire sur les historiens, pardon. Mais jusque-là, est-ce que vous avez des questions? Non, ça va. Alors, une question qui se pose du coup, c'est, voilà, vu qu'on a dans la façon de présenter les choses, il y a la façon dont je présente l'approche des études littéraires peut être perçue effectivement comme un peu critique. Il y a quand même à l'heure actuelle les choses ont évolué, bien sûr, quand même, dans les études littéraires par rapport aux années 70, par rapport à ce formalisme extrême du structuralisme, et notamment un nouveau type d'approche qui se développe là depuis 10-20 ans, ça va être d'essayer de réconcilier la lecture savante, la lecture analytique des textes, avec des modes de lecture plus courants, plus habituels, avec l'idée que l'interprétation des textes ne peut pas exclure complètement le rapport spontané qu'on a au texte, ne peut pas exclure complètement ce qui est de l'ordre de l'immersion, de l'identification au personnage, etc., au nom d'un second degré analytique qui serait jugé plus important. Et donc, on a des auteurs à l'heure actuelle dans les études littéraires qui s'intéressent à cette première lecture, à ce premier degré de la lecture, comme à une strate d'effets esthétiques qui aurait été négligée jusque-là. Donc, des approches qui s'intéressent à la lecture de premier degré comme à une strate d'effets esthétiques qui aurait été négligée jusque-là par les études littéraires. Et du coup, il y a deux grandes pistes de critiques littéraires qui travaillent là-dessus à l'heure actuelle. Le premier groupe, ça va être des auteurs et des autrices qui s'intéressent à l'expérience de lecture, justement, en essayant de la replacer un petit peu dans son contexte, en se demandant comment un texte peut affecter son lecteur et la subjectivité de celui-ci. Donc des autrices surtout, d'un côté qui s'intéressent à l'expérience de lecture, à comment le texte peut affecter le lecteur et sa subjectivité, comment décrire ce rapport des lecteurs au texte autrement que justement en termes de mauvaise lecture, en termes de naïveté, d'illusion, de duperie du texte. Alors du coup il y a par exemple Hélène Merlin qui est dans ce type d'approche, ou Marielle Massé.
voilà, deux chercheuses en littérature contemporaine de chercheuses contemporaines en littérature, ne travaillent pas que sur la littérature contemporaine, voilà, qui s'intéressent à ces questionnements-là. Et voilà, notamment au rapport du lecteur au texte, en essayant de l'appréhender autrement que à travers l'idée de mauvaise lecture. Comment appréhender cette première lecture, cette lecture plus spontanée, autrement qu'en termes de mauvaise lecture, en essayant de se concentrer sur qu'est-ce que ça apporte justement aux lecteurs et aux lectrices. Et puis un deuxième courant d'analyse qui essaye de prendre en compte le rapport au texte, cette lecture de premier degré, ça va être des chercheurs plutôt, alors pas forcément toujours dans les études littéraires, il y en a certains qui sont plutôt dans la philosophie, et qui vont s'intéresser aux questions éthiques dans les textes, en s'intéressant à la façon dont le texte littéraire permet de poser des questions éthiques, à la façon dont le texte littéraire permet de produire des connaissances d'ordre moral. Donc ça, c'est une approche qui se développe en particulier aux USA, mais qui arrive également en France à l'heure actuelle, avec des chercheuses comme Sandra Laugier ou Martha Nussbaum, qui s'intéressent qui essaye d'expliciter la forme particulière de connaissance morale que déploient certaines œuvres. Donc là, je cite, qui essaye donc d'expliciter la forme particulière de connaissance morale que déploient certaines œuvres. Donc ces deux types de courants, ils ont le mérite de réencastrer la lecture dans la vie quotidienne. Par exemple, Marielle Massé, elle a écrit un livre qui s'intitule Façon de lire, manière d'être, qui s'intéresse vraiment aux manières de lire et comment elles s'inscrivent dans la vie quotidienne des lecteurs et des lectrices. Elles ont aussi le mérite, ces approches, de questionner le légitimisme très fort des lectures savantes. Mais elles posent encore un certain nombre de limites, elles ont encore un certain nombre de limites, ces approches. D'une part, une critique qu'on peut leur faire, c'est que elles ignorent en grande partie les travaux sociologiques sur ces questions, alors qu'elles pourraient au contraire les mobiliser de façon productive. Et puis que l'approche légitimiste, on essaye de s'en éloigner, mais elle revient un petit peu par la porte de derrière, où on a quand même cette idée de mauvaise lecture qui revient par moments. Et puis on a une insuffisante prise en compte de la diversité sociale des lecteurs et des lectrices. On retrouve finalement les critiques qu'on pouvait faire aussi à l'école de Constance, de ne pas prendre en compte l'ensemble des lecteurs possibles et de se concentrer sur... On va effectivement s'intéresser aux manières de lire, à la lecture dans la vie quotidienne, mais on va se concentrer sur quand même un certain type de public. On va plutôt quand même se concentrer sur les lectures des intellectuels, les lectures des classes supérieures, etc. Ouais. J'ai pas très bien compris le deuxième courant sur la question de la moralité. Oui, alors le deuxième courant, c'est des approches de la littérature qui cherchent à comprendre comment la littérature, à travers la forme fictive notamment, permet de faire passer des connaissances qui sont d'ordre éthique ou moral. Le côté un peu apologue, si vous voulez, de la littérature. Donc là, cette idée-là de forme particulière de connaissance morale
que déploient certaines œuvres. Il y a un auteur, par exemple, qui parlait de 1984 de George Orwell, en disant que dans 1984, en fait, le détour par la fiction nous permet de comprendre, en tant que lecteur et lectrice, ce qu'est le totalitarisme beaucoup mieux qu'un livre d'histoire ne pourrait nous le faire comprendre. Voilà. C'est ce genre d'approche. Il y a d'autres questions jusque-là? Ça va? Alors. Un autre apport important des historiens, donc là voilà, c'était une petite parenthèse sur les études littéraires contemporaines. Un autre apport des historiens, c'est de s'intéresser au livre en tant qu'objet, de pas s'intéresser uniquement à la lecture, même si, enfin voilà, déjà s'intéresser à la lecture en tant qu'acte, en tant qu'activité, plutôt qu'au texte littéraire lui-même. C'est déjà un progrès, mais un autre apport, ça va vraiment être l'importance accordée à tout ce qui entoure le texte, à l'objet, vraiment lire. Alors ça inclut ce qui est contenu dans le contenu du livre, tout ce qui est de l'ordre du paratexte, la typographie, la façon dont le texte est mis en page. Donc le paratexte, le titre, les textes de quatrième de couverture, les préfaces, etc. Tout ce qui accompagne le cœur du texte. Et puis les autres éléments matériels, comme la qualité du papier, les illustrations de couverture, etc., etc. Donc Roger Chartier, il va ainsi parler de mise en texte et de mise en livre. Et il distingue les deux, la mise en texte et la mise en livre. La mise en texte, ça recouvre tout ce qui est de l'ordre des indications textuelles, des consignes explicites ou implicites présentes dans le texte, des techniques d'écriture qui font partie du texte pour guider la lecture. Et puis de l'autre côté, la mise en ligne, en livre, pas en ligne, la mise en livre, c'est l'ensemble des procédés éditoriaux qui vont décider de la mise en forme typographique, du format du livre, du découpage du texte, de sa mise en page, de sa couverture et de ses illustrations. Donc la mise en livre, c'est vraiment l'objet dans un sens physique, et la mise en texte, c'est comment on oriente déjà un petit peu la lecture à travers le texte lui-même. Mise en texte, là on a plutôt quelque chose qui est de l'ordre du lecteur implicite, le texte qui s'adresse déjà d'une certaine façon au lecteur. Et ce que rajoute Roger Chartier dans l'analyse, c'est vraiment la prise en compte de la mise en livre, donc de la forme que va prendre l'objet lui-même, sachant évidemment que la forme de l'objet peut avoir tout un tas d'influences sur sa lecture et sa réception. Qu'est-ce qui va attirer votre regard dans la librairie, quels titres vont vous donner envie de lire, etc., etc. Donc l'étude de la réception d'un texte, elle doit s'accompagner d'un travail, d'une réflexion sur la matérialité du texte à travers son support éditorial qui va produire des effets sur le lectorat et sur la lecture, puisque cette mise en forme de l'objet, elle va susciter des attentes, des anticipations particulières quant à son contenu. Voilà, quand vous lisez un titre, que vous lisez une quatrième de couverture, vous faites déjà des projections mentales de quoi il pourrait être question dans ce livre. Est-ce que ça a l'air de vous donner envie? Est-ce que ça a l'air de vous plaire ou pas? Et puis tous ces éléments aussi de
d'objets liés à l'objet, le paratexte, le support. Ils vont aussi parler à des publics spécifiques, appeler des publics spécifiques. Par exemple, un recueil de poésie publié dans une belle édition avec une couverture cartonnée, un roman paru dans une édition de poche, un beau livre de photographie, là aussi en grand format avec une couverture cartonnée, etc. Ça va pas avoir le même type de public, ça va pas orienter la lecture de la même façon. C'est des objets livres aussi qui vont passer par des circuits de production différents, par des circuits de distribution et des circulations différents. Donc dans cette prise en compte de tout ce qui est matérialité de la lecture, il y a aussi la question des manières de lire et des appropriations différenciées qui peuvent se faire du texte. Donc dans les analyses de Roger Chartier, on a aussi l'idée de signification plurielle du texte qui apparaît, l'idée d'interprétation multiple qui apparaît avec moins de jugement vis-à-vis de l'idée qu'il pourrait y avoir des mauvaises lectures. Les historiens ils montrent que la lecture, l'interprétation des textes, elle peut varier au fil du temps et que c'est pas pour autant qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Et notamment que l'interprétation, elle peut varier justement selon la mise en livre, selon le paratexte qui accompagne le texte central, selon le titre, selon la traduction, selon l'édition, est-ce qu'on a une belle édition, une édition de poche, etc. Tout ça peut faire varier la réception, les interprétations. Et enfin, du coup, une dernière proposition intéressante de Roger Chartier pour l'étude de la lecture, ça va être d'inverser d'une certaine façon la perspective qui est généralement adoptée par les travaux sur la consommation culturelle. C'est-à-dire que dans les travaux un peu plus classiques de sociologie de la consommation, on part généralement de la classe sociale pour en étudier les consommations. On parle d'une classe sociale ou d'un groupe social et on va étudier quelles sont ces pratiques. Par exemple, quelles sont les pratiques des classes populaires, quelles sont les pratiques des classes moyennes, quelles sont les pratiques des classes sup, etc. Et Roger Chartier, lui, il propose donc d'inverser la perspective et de se concentrer plutôt sur un objet ou une pratique et d'essayer d'en déterminer les appropriations qui peuvent être diverses selon les régions de l'espace social. Donc il nous dit notamment, là je cite Roger Chartier, la perspective doit être renversée et dessiner d'abord les aires sociales où circule chaque corpus de texte et chaque genre d'imprimé. Partir ainsi des objets et non des classes ou des groupes amène à considérer que l'histoire socio-culturelle à la française a trop longtemps vécu sur une conception mutilée du social. Voilà, on peut s'arrêter là sur la citation, mais voilà, s'intéresser aux aires sociales où circule chaque corpus de texte et chaque genre d'imprimé, puis l'idée de partir des objets plutôt que des classes ou des groupes, et donc essayer de voir la réception de ces objets, un titre en particulier par exemple, dans l'ensemble de l'espace social, voir qui le lit et comment, qui lit quoi et comment d'une certaine façon. Donc dans cette vision des choses, on fait un petit peu basculer le mode habituel de construction d'enquête qu'on avait jusque-là, en partant du principe qu'on ne peut pas deviner l'appropriation qui va être faite d'un livre
en se basant uniquement sur sa répartition dans l'espace social. Roger Chartier, il remarque notamment que les livres ne sont pas toujours lus par le public auquel ils s'adressent, enfin par le public auquel ils sont destinés par leurs producteurs en tout cas. Par exemple, il observe qu'il y a des livres dont la présentation ou le contenu sont calibrés pour des publics en particulier, des audiences sociales bien définies, par exemple qui s'adressent plutôt à un public féminin, qui s'adressent plutôt à un public masculin, qui s'adressent plutôt à des jeunes, plutôt à des adultes, etc. Et il observe que dans l'histoire ici, que ces livres ils atteignent régulièrement des publics auxquels ils étaient a priori pas destinés. Alors, il prend plusieurs exemples. Par exemple, des ouvrages de Jean-Jacques Rousseau, donc le philosophe, qui s'adresse plutôt à un public a priori intellectuel, qui vont également trouver un public populaire, qui vont également avoir du succès parmi des lecteurs d'origine populaire. Tandis que les livres de la Bibliothèque bleue, la Bibliothèque bleue, dans l'histoire littéraire, c'est de la littérature de colportage, donc des feuilletons, vraiment des objets littéraires assez peu légitimes qui s'adressent plutôt à un public populaire, qui parviennent quand même jusque dans les mains d'une élite sociale. Donc ça nous montre qu'on est tout à fait en droit d'inverser les présupposés sur la consommation culturelle en s'intéressant aux appropriations socialement diversifiées d'une même œuvre. Autrement dit, on ne peut pas attribuer un type d'œuvre, un type de genre littéraire, par exemple, à un type de public en particulier, mais il faut au contraire, pour chaque objet culturel, essayer d'explorer la variété de ces publics possibles et la variété des réceptions de cet objet auprès des différents publics. Ça va jusque-là ? Ouais ? Alors, je sais que c'est un petit peu long, un petit peu théorique, tout ça. La semaine prochaine, ce sera un peu plus interactif. J'en profite aussi pour dire que je m'arrêterai un petit peu avant l'heure, parce que j'ai un autre cours juste après et il faut que je mange entre temps. Donc voilà, encore 20 minutes à peu près et puis après on s'arrêtera. En plus, j'ai pas fait de pause, donc voilà. Oui, alors juste un petit prolongement en sociologie là de ces réflexions de Roger Chartier. Il y a une enquête de chercheurs qui se sont intéressés à la réception de deux livres, un livre hongrois de Endre Fejes, je suis pas tout à fait sûre de la prononciation, dont le titre en français est Le cimetière de Rouille, et un livre français, donc Les choses de Pérec, et qui ont demandé à 250 personnes en France et en Hongrie de lire ces deux livres, et ils ont observé des variations importantes dans la lecture et l'interprétation de ces titres selon les caractéristiques sociodémographiques des individus et puis également selon leur nationalité. Et notamment ils ont vu qu'il y avait une plus grande propension chez les lecteurs hongrois à avoir une lecture d'ordre moral, tandis que chez les Français il y avait moins ce jugement moral et il y avait plus une lecture centrée sur le texte. Voilà, du coup, ça y est, cette fois j'ai fini pour les apports des historiens. Est-ce que il y a des questions jusque-là ? Non, ça va ? Alors, on avait normalement pour aujourd'hui, mais je ne sais pas si Madame Ducourant, elle a pensé à vous le rappeler la semaine dernière. Théoriquement, vous aviez un texte de Bernard Lahire à lire pour aujourd'hui.
Mais voilà, je sais que globalement on vous donne beaucoup de choses à lire et beaucoup de choses à faire pour ce cours. Donc je vous en voudrais pas trop si vous l'avez pas lu. Je vais essayer de vous redire les éléments importants. Mais donc voilà, le petit 3, c'est la lecture ordinaire, des dispositions au mode d'appropriation. Et dans cette partie, je vais globalement beaucoup parler du texte de Bernard Lahire. La lecture ordinaire des dispositions au mode d'appropriation. Et donc, on parle du texte de Bernard Lahire dans cette partie. Donc le texte, vous le retrouverez sur Moodle hein, si vous voulez aller le lire. Il n'est pas hyper long non plus, hein, il fait 8 pages. C'est un texte qui porte sur les lectures populaires. Donc Bernard Lahire, c'est un sociologue, je ne sais pas si vous connaissez, un sociologue contemporain hein, qui travaille beaucoup sur la culture et l'éducation. Et en fait, dans le début de sa carrière, il a beaucoup travaillé sur le rapport à la culture écrite dans les milieux populaires. Hein, donc le rapport à l'écriture et à la lecture dans les milieux populaires. Donc ce texte-là, il date de 93, pardon. Donc de cette période, enfin voilà, cette période de sa carrière où il travaillait sur le rapport à l'écrit dans les classes populaires. Et il a mis en évidence un certain nombre de types de rapports au texte hein, qu'il a observé de façon peut-être un peu plus marquée hein, dans ces milieux populaires, mais ça permet de mettre en évidence des modes de lecture différents de ceux qui sont ceux des études littéraires hein, dont on a beaucoup parlé jusqu'à présent. Et il y a beaucoup de choses en fait qu'il a observées dans les pratiques de lecture des classes populaires qu'on peut extrapoler et qu'on observe en fait hein, dans les enquêtes plus récentes. On s'est rendu compte qu'on observe ces modes de lecture en fait dans l'ensemble de la population et que finalement de se concentrer hein, sur les modes de lecture savants et littéraires, c'est une approche extrêmement réductrice hein, de ce que peut être la lecture. Donc, dans ce texte, Bernard Lahire il va soulever un certain nombre de grandes questions sur l'appropriation des textes. On va bon, je vais pas vous résumer le texte, hein, essayez quand même de le lire à un moment si vous trouvez un petit peu de temps. D'un point de vue théorique, je rajoute quand même quelques éléments sur lesquels, enfin, qui sont un peu présupposés dans l'article de Lahire. Il s'appuie notamment sur des analyses de Bourdieu qui distinguent deux grands types de dispositions dans le rapport au bien culturel. Donc Bourdieu, il va distinguer des dispositions esthétiques et dispositions éthiques dans le rapport au bien culturel. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Alors, la disposition éthique, c'est un type de rapport au bien culturel où on va mettre en avant la forme, hein, où on va plutôt être dans une attitude de contemplation désintéressée de l'œuvre et où on va s'intéresser voilà, plutôt au côté artistique de l'œuvre que à sa fonction. Hein. Donc à sa beauté, etc. Et inversement, la disposition esthétique, c'est plutôt quand on part du principe
qu'il y a une continuité entre l'art et la vie, et que donc l'art n'est pas un domaine séparé du reste de l'existence, et que donc les œuvres d'art, elles ont une fonction, elles sont à l'origine de sensations, de plaisir et de réflexion. Et donc ça, c'est plutôt la disposition éthique. Donc d'un côté, la disposition esthétique, c'est quand on aborde les œuvres en tant qu'œuvres d'art, donc de façon plutôt analytique, plutôt en se concentrant sur leur forme, dans une attitude désintéressée. Et la disposition éthique, c'est plutôt quand on se concentre sur la fonction des œuvres, qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter, notamment en termes de sensations, de plaisir, de divertissement, voilà, le plaisir de la lecture, et puis en termes de réflexion aussi, d'où cette idée d'éthique. Et du coup, pour Bourdieu, ces dispositions, elles font partie de, je sais pas si la définition de disposition, la notion de disposition, vous êtes à peu près au clair sur qu'est-ce que ça veut dire, ou est-ce qu'on essaie il faut rappeler. Non, est-ce que quelqu'un peut alors la disposition, une disposition, ça fait partie de ce que Bourdieu appelle l'habitus. Est-ce que c'est plus clair pour la notion d'habitus ou ouais? Est-ce que quelqu'un peut essayer d'expliquer ce que c'est l'habitus chez Bourdieu? C'est pas évident quand même, Ouais, au fond peut-être, bien fort. Lui, il utilise des termes de structure structurante. Structure structurante. Dans sa définition, je sais que ouais. Structure structurante, appelée à fonctionner comme des... Non, c'est structure structurée, qui fonctionnent comme des structures structurantes. Oui, effectivement. Mais voilà, c'est pas très explicite, dit comme ça. C'est justement l'idée des dispositions, qu'on est plus ou moins disponible, on est plus ou moins disposé ouais. à intégrer certaines habitudes de consommation, que ce soit culturelle ou même de consommation, tout ça, en fonction de où on vient. Pour moi, c'est ce qu'il essaie d'expliquer avec cette notion d'habitus. Et on a tous des dispositions dans le texte qui vont nous amener à avoir certains comportements dans certaines situations. Ouais, donc autrement dit, la notion d'habitus, elle est liée avec quelle notion centrale en sociologie? D'où est-ce qu'il vient l'habitus? De l'origine sociale. Alors de l'origine sociale, mais du coup, il est incorporé au cours de quoi? Ouais? De la socialisation. La socialisation. Attention, socialisation et sociabilisation, c'est pas pareil. Sociabilisation, je sais pas tout à fait si ce mot existe, mais bon. Sociabilité, c'est les relations sociales avec d'autres individus, et socialisation, effectivement, la socialisation, c'est un concept donc central en sociologie, c'est le processus qui commence à la naissance et qui se poursuit tout au long de la vie de l'individu, au cours duquel on intériorise les normes, valeurs, habitudes de la société, du milieu social dans lequel on évolue. Donc ça passe par différentes instances de socialisation, comme vous avez décidé par quoi ça passe la socialisation. Qu'est-ce qui va avoir une influence sur notre socialisation? Ouais. L'école, la famille, le travail. Ouais, tout à fait. L'école, la famille, les amis, le groupe de pairs, un petit peu plus tard, voilà, le milieu professionnel, etc. Donc tout ça, ça va avoir une influence sur, comme vous disiez tout à l'heure, les goûts, les habitudes qu'on intériorise, les façons de penser, les façons d'interpréter, de comprendre le monde qui nous entoure, les façons d'agir, de se comporter, etc. Et donc l'habitus, en fait, c'est le produit de la socialisation. L'habitus, c'est une espèce d'ensemble de choses
pour le dire de façon très vaste, qu'on a intériorisé l'ensemble des goûts, des habitudes, des façons de penser, des façons de voir le monde, des façons de se comporter, qu'on a intériorisé au cours de notre socialisation. Et là aussi, pour le dire de façon un petit peu schématique, les dispositions, c'est des aspects, des éléments, si vous voulez, de l'habitus, qui vont dans la vision de l'Aïr, sur l'habitus, les dispositions, l'Aïr et Bourdieu, ils ont une vision un petit peu différente. Chez Bourdieu, l'habitus, c'est un espèce de truc assez monolithique, assez homogène en général, qui va être là tout le temps. Alors que l'Aïr, il actualise un petit peu ça. Il est globalement d'accord avec les analyses de Bourdieu, mais il va préciser un petit peu les choses. Lui, il va plutôt parler de dispositions. Et pour lui, les dispositions, elles sont amenées à s'activer ou à se mettre en veille selon les contextes. C'est-à-dire que on peut avoir intériorisé certaines dispositions, mais on ne va pas forcément les mobiliser tout le temps. Et que, par exemple, si vous êtes dans un contexte scolaire, quand vous lisez des textes en contexte scolaire, vous allez plutôt mobiliser votre disposition esthétique. Vous allez vous intéresser aux figures de style, à la façon dont c'est écrit, à l'analyse du texte, etc. Tandis que quand vous lisez un roman ou un magazine sur la plage l'été, vous allez plutôt mobiliser votre disposition éthique, vous allez profiter d'être plongé dans l'histoire, vous allez vous identifier aux personnages, vous avez éventuellement porté des jugements sur ce qui se passe dans l'histoire, etc. Tout ça, ça mobilise plutôt la disposition éthique, et votre disposition et l'esthétique, vous allez les laisser en pause. Voilà, ça c'est dans la vision de l'Aïr, les dispositions, elles peuvent s'activer ou se mettre en pause selon les contextes. Et donc, au niveau de la réception des textes, si on s'intéresse maintenant à la lecture de façon plus particulière, ces deux types de dispositions peuvent donc s'activer ou non au fil de la lecture. Et Bernard Lahire, il va reprendre cette idée d'opposition entre disposition éthique et esthétique pour parler des rapports au texte. Et du coup, il va faire correspondre à ces dispositions des types de rapports au texte. Alors, du coup, du côté de la disposition éthique, il va parler de rapports éthico-pratiques au texte. J'essaie juste de détailler après qu'est-ce que ça veut dire. Donc, rapport éthico-pratique ou pragmatique au texte. Et du côté de la disposition esthétique, comment il dit? Est-ce qu'il dit, il dit aussi rapport esthétique, je crois. Ouais, il parle aussi de rapport esthétique au texte. Donc, il dit notamment aux dispositions scolaires, théoriques, esthétiques ou politiques, selon les situations et les objets appropriés que l'on considère, qui supposent toutes une attention spécifique à l'activité langagière en tant que pratique autonome, donc à travers de la théorisation, l'analyse de courants esthétiques, de styles, etc., s'opposent les dispositions éthico-pratiques et pragmatiques qui, lorsqu'il s'agit de littérature, engagent un goût profond pour l'identification. Par exemple, on veut vivre la vie des personnages, s'identifier au héros ou le détester, mais dans tous les cas, on a une réaction au personnage écrit du même type qu'au personnage réel de la vie. Donc, en gros, le rapport esthétique au texte, ou le rapport qui fait appel à la disposition esthétique au texte, c'est quand on s'intéresse au texte en tant que texte, ou en tant qu'objet littéraire, et où on va analyser ce texte d'un point de vue formel, d'un point de vue du style, etc.
Et le rapport éthico-pratique ou pragmatique au texte, ça va être tous les types de lecture, appropriation, où on s'intéresse plus au texte en tant qu'objet littéraire, mais où on va s'intéresser au texte en tant que source de connaissances. Par exemple, alors, vous arrivez à lire là ou ça sert à rien, je m'embête à écrire en bas? Ça va? Ok. Donc, on s'intéresse au texte ici en tant que source de connaissances. C'est notamment le cas pour les lectures pratiques, hein, quand on lit un manuel de cuisine, un livre de bricolage, de jardinage, etc. On va s'intéresser au texte, non pas en tant que texte littéraire, hein. Voilà, les recettes de cuisine, c'est pas très littéraire, mais on va s'intéresser au texte en tant que source de connaissances, hein, de savoir-faire. Ou alors, s'il s'agit d'un texte, d'une histoire, hein, d'un texte romanesque, on va s'intéresser au texte en tant que monde fictif. Monde fictif, monde représenté, où on va avoir justement un rapport assez spontané, hein, au contenu du monde représenté. C'est ce qu'il disait là, hein, un goût profond pour l'identification, avoir envie de vivre la vie des personnages, s'identifier aux héros, porter des jugements sur les personnages, porter des jugements sur d'ordre éthique, hein, ou moral, sur la société qui est représentée dans l'histoire, etc., etc. Ah oui, non, en fait, là, il appelle ça le mode d'appropriation analytique. Pardon, j'ai retrouvé le terme. Hein. Donc, Bourdieu, pas Bourdieu, ça c'est Bourdieu, la ligne là, la ligne en dessous c'est Lahire. Hop. Donc Bourdieu, il oppose disposition esthétique et éthique, hein, et Lahire, lui, va plutôt parler de rapport au texte analytique ou éthico-pratique / pragmatique. Ok, mais globalement, ça correspond, hein, à la même opposition. C'est juste que Bourdieu, il parle plus en termes de disposition, et Lahire, il parle plus en termes de mode d'appropriation rapport au texte. Mais voilà, c'est le même type d'opposition. Alors, combien de pages il me reste? Est-ce que j'ai le temps de finir? C'est parti. Oh, alors on va zapper ce bout-là. Oui, allez, je pense que j'ai à peu près le temps de finir sur le texte de Lahire. Encore 5 minutes. On va essayer d'être efficace. Donc, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que les enquêtes qui existent en sociologie sur la lecture, sur les pratiques de lecture, sur la réception, depuis une vingtaine d'années, le résultat le plus important de ces enquêtes, c'est qu'elles attestent toutes de la rareté, en fait, de la lecture esthétique, hein, de la lecture dans ce sens vraiment esthète et distancié. En fait, cette approche, hein, la lecture méthodique, analytique des textes, celle qu'on apprend à l'école, qui fait primer le fond sur la forme ou la fonction, en fait, c'est une lecture qui est très rare et qui n'a lieu que dans certains contextes. En contexte scolaire, on l'a dit, ou universitaire, hein, et puis en contexte de recherche, hein, pour les chercheurs, les critiques littéraires qui travaillent, qui étudient les textes. Mais finalement, c'est un peu une exception, cette forme de lecture. Et c'est du coup d'autant plus dommage que les études littéraires se soient longtemps concentrées là-dessus, hein, au détriment de toutes les autres formes de lecture, de tous les autres usages sociaux de la lecture qui existent. Et du coup, les enquêtes sociologiques sur la lecture, elles ont permis de voir en fait qu'il y avait tout un répertoire de pratiques de lecture beaucoup plus vaste que simplement cette lecture esthétique analytique. Et du coup, notamment, les chercheurs qui travaillent là-dessus, on va souvent faire du coup la distinction entre des lectures qu'on va appeler savantes d'un côté
entre guillemets, hein, et les lectures qu'on va appeler, alors là c'est toujours un peu faute de mieux, hein, au niveau du vocabulaire, ordinaires, entre guillemets. Alors, les lectures savantes, hein, c'est les fameuses lectures esthétiques, analytiques, celles qui sont en fait rares, hein, qui sont en fait exceptionnelles dans un sens statistique. Et en fait, l'immense majorité des lectures, ça va être plutôt des lectures ordinaires. Alors là, c'est pareil, le terme ordinaire, il est un peu gênant parce qu'il peut avoir un sens un peu péjoratif, mais quand on dit lecture ordinaire, on veut vraiment dire les lectures habituelles, les lectures qu'on trouve le plus souvent, hein, qui concernent la plupart des lectures, la plupart des individus. Et du coup, par opposition, hein, les lectures savantes, elles sont extraordinaires, pas dans le sens extraordinaire génial, hein, mais dans le sens qui sortent de l'ordinaire, qui sont pas les plus courantes, quoi. Alors, ce terme de lecture ordinaire, il vient d'un autre historien qui s'appelle Darnton. Je vous le cite juste, voilà, pour que vous sachiez. C'est un terme donc, qui a été très largement adopté par les sociologues, hein, mais donc qui vient de cet historien à la base. Et du coup, parmi les lectures savantes, hein, on a déjà pas mal parlé, analyser le texte, s'intéresser au style, etc. Et par contre, parmi les lectures ordinaires, il va y avoir différents types de lectures possibles. Par exemple, on a 3 auteurs qui ont fait une enquête sur la lecture qui est publiée sous le titre « Histoire de lecteur » qui s'appelle Gérard Mauger, Claude Pauliac et Bernard Pudal, qui vont, eux, distinguer la lecture de divertissement. Donc ça, c'est lire pour le plaisir, lecture de divertissement. Ils vont parler aussi de lecture didactique. Ça, c'est lire pour apprendre. Et puis, troisième type de lecture, ils parlent de lecture de salut. Alors ça, c'est une formulation un petit peu bizarre, lecture de salut, mais c'est lire pour se parfaire, lire pour devenir une meilleure personne. Donc là-dedans, on va avoir toutes les lectures du style développement personnel, mais aussi les lectures de textes religieux, les lectures politiques, militantes, qui peuvent rentrer dans cette catégorie. Voilà. Du coup, en fait, le mode d'appropriation éthico-pratique des textes, décrit par Lahire, ça a l'air d'être le mode d'appropriation des textes qui est le plus courant, qui va être le plus souvent mis en œuvre dans les lectures ordinaires. Bon, j'ai été un petit peu vite là sur la fin, je reprendrai ces différents types de lectures ordinaires en essayant de détailler un petit peu plus la prochaine fois. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, à moins qu'il y ait des questions. Ça va ? Ok, donc semaine prochaine, vous n'oubliez pas de ramener vos matériaux empiriques, transcription d'entretien, éléments de recherche documentaire. Et est-ce qu'il y a un exposé ou pas la semaine prochaine ? Je crois pas, je sais plus. Il n'y a pas d'exposé la semaine prochaine ? Je crois qu'il n'y en a pas. Je crois que c'est dans 15 jours. Sur Christine Després ? Ouais.